Juste pour savoir un petit peu qui vous êtes, est-ce qu'il y a dans l'Assemblée des personnes qui ont déjà travaillé dans un laboratoire de recherche public ou privé? D'accord. D'accord. Donc il y a quelques personnes qui sauront un peu de quoi je parle. Et pour les autres, vous allez découvrir un nouveau monde. Donc c'est parfait. Juste pour vous prévenir, j'essaye pas d'être exhaustif ici parce que le monde de l'open science est un monde assez nouveau et en mouvance. Il se passe beaucoup de choses. Ce serait dur de résumer ça en juste 20 minutes. Et au-delà de ne pas être exhaustif, je ne suis pas un évangéliste de l'open science. Mon objectif, c'est juste que vous soyez informés de ce qui est en train de se passer au niveau de la recherche au niveau mondial. Donc lors de cette présentation, je vais commencer par me présenter parce que finalement, mon parcours explique le pourquoi je parle aujourd'hui. J'ai l'impression que mon micro marche puis ne marche pas, non? C'est une fausse impression? Il marche très bien. Bon. Ensuite, je vais faire un point sur quelques points importants de la recherche académique, parce que vous n'êtes peut-être pas tous au courant de certaines problématiques du chercheur au quotidien, et ça a un impact sur la suite de cette présentation, donc il me semblait important d'en parler. Puis après, on va rentrer dans le cœur du sujet, où je vais vous présenter l'open science, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, et pourquoi est-ce que c'est l'avenir de la recherche. Mais je ne fais pas d'évangélisation. Et ensuite, quelles sont les barrières actuelles à l'ouverture de la science? Enfin, je vais vous présenter quelques outils ou initiatives qui sont en train de se mettre en place pour faciliter l'ouverture de la science et des données de la recherche. Et enfin, je finirai par conclure brièvement en quelques points. Donc, pour me présenter, je vais résumer les 15 dernières années de ma vie en quelques logos. Donc, le premier, c'est le logo de l'Université Paris 7. Parce que c'est là que j'ai passé la plus grosse majorité de ma vie après le bac, on va dire, puisque je suis resté 13 ans à l'université, en fait. J'ai fait mes études là-bas, j'ai rencontré ma femme là-bas, j'ai fait ma thèse là-bas, j'ai fait mon postdoc là-bas, et j'ai eu un poste là-bas en tant qu'ingénieur de recherche sur une plateforme technologique. Donc je pense que j'ai une bonne connaissance du monde académique, du coup. Mais j'avais l'esprit peut-être un petit peu trop contraint par tout ça, justement, le peu d'expérience que j'ai pu avoir à l'extérieur de l'université. En 2012, la vie m'a amené à quitter Paris pour aller en Auvergne. Donc, quand vous voyez ça, en général, en terre toulonnaise, vous dites « ouh, bouh ». Bon, c'était juste l'histoire d'eux. Et ça a été pour moi l'occasion d'avoir une première expérience entrepreneuriale où j'ai rejoint un ami à la co-gérance d'une agence de communication, une toute petite agence, puisqu'on était que tous les deux, basée sur Toulouse, qui s'appelle l'agence ComSource. Donc pour moi, l'objectif, c'était après toutes ces années passées dans le monde universitaire, d'avoir un premier contact avec l'entreprise et de toutes les contraintes qui vont avec. Et j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai aussi appris beaucoup de choses en termes de développement web et de développement technique. Parce qu'avant, j'avais une culture académique qui était de, en permanence, réinventer la roue et absolument pas utiliser des choses utiles qui pouvaient avoir été développées par des gens beaucoup plus compétents que moi en termes de développement web. Et donc, pour moi, il était nécessaire que je me rapproche des communautés de développeurs qui existaient et que je puisse m'ouvrir un petit peu à ces communautés-là et voir ce qu'elles pouvaient m'apprendre. Donc ça a été l'occasion de créer un groupe sur Clermont-Ferrand, donc que je co-anime, qui s'appelle Clermont Tech, où là on parle donc c'est sur le même principe que DevVar pour ceux qui connaissent ici. C'est-à-dire qu'on organise des séries de conférences ou des ateliers, des conférences assez courtes où on peut parler de tout. On se revendique technologie agnostique. On n'est pas un jug, on parle pas que de Python ou autre. On peut parler d'absolument tout dans ce groupe qu'on a monté. Et pour moi, ça a été une ouverture incroyable parce que j'ai pu rencontrer beaucoup de développeurs et du coup essayer de comprendre comment marchaient ces petites bêtes-là et de comprendre quelles étaient leurs valeurs et quelles étaient leurs motivations à vouloir absolument, dans la mouvance actuelle, aller vers
l'ouverture, du développement et donc aller dans le monde de l'open source. Et essayer de mieux comprendre le monde de l'open source. Quand j'étais académique, dans ma tête, c'était bon, c'est gratuit, on peut le piquer et en faire quelque chose. En fait, non, c'est beaucoup plus que ça. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure où je me suis frotté à ces communautés-là. Et donc, ensuite, ça fait maintenant 1 an qu'à Clermont-Ferrand, j'ai eu l'opportunité d'être incubé. Moi, je le vis plutôt bien pour l'instant. On verra ce que j'en dirai dans 3 ans, mais pour l'instant, ça se passe bien. Pour un projet où je reviens à mes amours de jeunesse, c'est-à-dire que je reviens sur la science. Et donc, je suis en train de créer un projet qui s'appelle TaylorDev, où on développe une plateforme de collaboration scientifique en ligne et qui, à terme, devrait aller vers une ouverture des données et de la recherche au niveau national et si on se débrouille bien, bien au-delà. Quelques mises à niveau pour ceux qui ne sont pas au courant de ce à quoi ressemble le monde académique et de ce qui préoccupe le chercheur au quotidien. Il y a 2 choses qui préoccupent un chercheur au quotidien. La première de ces choses, c'est comment est-ce que je vais avoir de l'argent. Parce que sans argent, on ne travaille pas. Et donc, on passe notre temps à écrire ce qu'on appelle des grantes. Donc, c'est des demandes de financement, des grantes. Le cycle normal supposé, c'est que la première étape, on répond à une demande, à un appel à projet. On a de l'argent, dans le meilleur des cas, quand on a été sélectionné. Avec cet argent, on peut faire notre recherche pour publier des résultats. Et ensuite, le cycle se répète. Et on est dans un espèce de cercle vertueux où on fait des demandes d'argent, on a de l'argent pour travailler, on publie des résultats. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça, concrètement. Concrètement, bon, on va dire qu'on a un petit peu d'argent au départ pour faire de la recherche. À partir de ces premiers résultats de recherche qui sont souvent très aboutis, on ne va pas les publier tout de suite. On va d'abord les appeler des résultats préliminaires. On va écrire un grant où on dit qu'on a eu des résultats préliminaires très prometteurs. On va avoir de l'argent, ce qui va nous permettre de publier les résultats préliminaires qui étaient en fait pas si préliminaires que ça. Et avec cet argent, on va pouvoir payer des gens à faire autre chose que ce pourquoi on a demandé de l'argent, pour le projet d'après. Voilà. Ou le projet qui nous intéresse vraiment, et qui n'est pas forcément bankable, parce que pas guidé par des thématiques qui auront été imposées par la France, l'Union européenne ou autre. Donc première chose, c'est l'argent, et la deuxième chose, on a déjà commencé à l'aborder, c'est le paradigme du chercheur publish or perish. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais l'idée c'est qu'un chercheur qui ne publie pas, c'est un chercheur mort. Donc la seule manière de se faire connaître et d'être reconnu par ses pairs, c'est de publier. Mais pas que, parce qu'une publication, finalement, ça sert à quoi? Ça sert aussi à évaluer la qualité de la recherche. Parce que les instances décisionnaires, elles veulent des chiffres, elles veulent des métriques pour pouvoir évaluer une équipe, un chercheur individuel, un institut, etc., etc. Du coup, ces publications, pourquoi est-ce qu'elles sont importantes? C'est parce que, pour l'instant, il existe quelques critères qui sont très critiquables, qui permettent d'évaluer la qualité de la recherche. Un des premiers critères qui est assez utilisé, c'est l'indice de Hirsch, le H-index, qui va évaluer la qualité d'un chercheur. Alors, je vous ai épargné la formule, je vous ai mis la version verbeuse. Si la version verbeuse n'est pas claire, et je pense qu'elle ne l'est pas, c'est le H-index. Par exemple, si on prend un chercheur qui a un H-index de 35, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a au moins 35 de ses papiers qui sont cités 35 fois. D'accord? Donc, on mesure le nombre de citations d'un papier qu'a produit un chercheur au cours du temps. Bon, ce qui apparaît tout de suite biaisé dans ce critère-là, c'est que plus un chercheur est vieux, plus il a la chance d'avoir un H-index important. Bon, il paraît que c'est pris en considération, l'âge du chercheur, dans les évaluations. On verra. Le deuxième critère important, c'est le facteur d'impact d'un journal. Donc là, c'est une métrique qui est super importante parce que ça va évaluer la qualité d'un journal. Comment on évalue la qualité d'un journal là pour l'instant? C'est qu'on va regarder le nombre de citations moyennes par papier d'un journal sur une période de 2 ans. Donc plus un journal a un impact facteur important, plus les chercheurs ont envie de publier dans ce journal-là, parce que ça va leur donner une reconnaissance importante. Parce que plus ils auront de citations, donc un H-index plus important. Voilà, on se mord un peu la queue, mais l'idée c'est toujours ça, publier dans des journaux à fort impact facteur, parce que derrière, on va être gratifié pour ça. Voilà, ces points-là sont clairs? Ouais. On passe à la suite.
Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'open science. On va essayer de définir le terme open science. La première définition qu'on peut aller chercher, c'est un vieux réflexe, c'est d'aller sur Wikipédia, on va regarder qu'est-ce que Wikipédia en dit. Et Wikipédia nous dit, l'open science, c'est un mouvement qui permet aux scientifiques et aux données d'être accessibles, aux scientifiques de disséminer leurs données et leurs recherches, et pour que ça bénéficie à tout le monde, que ce soit la société, des amateurs ou des professionnels. Moi, je trouve que cette définition est un petit peu hésitante et un petit peu moyenne, et elle donne l'impression qu'on a trois barbus avec des chemises hawaïennes dans un coin qui essayent d'initier quelque chose dont on ne sait pas trop ce que ça va donner. Pour moi, l'open science, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ambitieux que ça, et une définition un peu plus claire que j'ai trouvée dans un blog récent de la Commission européenne. Donc on voit qu'il y a des gens qui commencent à se poser des questions et qui y répondent un petit peu mieux, où là, cette fois-ci, on parle d'une transition qui est déjà en marche. Donc ce n'est pas juste trois barbus qui essayent de mettre en place des choses, c'est une transition qui est déjà en marche pour permettre aux chercheurs de collaborer, de partager leurs connaissances et d'organiser la science. L'objectif, in fine, c'est de sortir du publish or perish et d'aller vers une perspective de partage des connaissances. Et là, je dis oui, l'open science, c'est ça. L'objectif, in fine, c'est de pouvoir travailler ensemble pour partager les connaissances et que ça bénéficie à l'ensemble de la population. L'open science, donc, est basé sur 6 piliers principaux. Donc le premier, alors après, il y a différents niveaux. On peut s'impliquer plus ou moins dans l'open science et accepter toutes les différentes composantes de ce qui va faire, de ce qu'on peut définir comme étant l'open science. La première, c'est d'ouvrir les ressources à la partie éducation. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'initiative Software Carpentry, par exemple. L'objectif de ça, c'est de pouvoir former des chercheurs à utiliser, donc des biologistes par exemple, à utiliser R, Python ou autre, ou même Git. Et toutes les ressources sont disponibles sur GitHub. Et n'importe qui peut dire, je vais monter un atelier Software Carpentry. On lui fournira toutes les ressources qui vont bien pour qu'il puisse le faire, etc. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect, c'est l'open access. Donc ça, c'est un gros problème, donc je ne vais pas parler non plus. C'est que pour pouvoir publier dans un journal, un chercheur va devoir payer en général pour apparaître dans la publication. En plus de payer, il va céder ses droits d'auteur. Bon. Et après, quand il va vouloir récupérer le papier, donc qui est le fruit de son travail, qu'il a payé pour publier, il va devoir repayer pour s'abonner au journal. Et donc, pour éviter toutes ces contraintes-là, il y a un mouvement qui est en place d'open access où les journaux sont accessibles gratuitement. En général, on a toujours une facture parce qu'il y a un travail éditorial derrière. Certains n'en ont pas et sont complètement ouverts. Il y a différents modèles. Mais l'idée de l'open access, c'est de dire que les publications scientifiques qui ont été produites par des financements publics sont accessibles à tout public. Troisième point, open peer review, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on veut publier dans un journal scientifique, on va être reviewé, alors je ne sais pas comment on peut le traduire, par ses pairs. C'est-à-dire qu'on va avoir d'autres chercheurs spécialistes du domaine qui vont évaluer la qualité du papier, qui vont dire si oui, il répond à une problématique donnée ou non, et si oui, est-ce qu'il y répond bien, est-ce qu'il y a des critiques à faire, et on a certains allers-retours à faire avec nos reviewers. Ces évaluations sont complètement anonymes pour l'instant. On ne sait pas qui va évaluer notre papier. Pas mal. On ne sait pas qui évalue notre papier, je n'ai pas de ton mot de passe. Donc, cet anonymat peut poser problème parce que, imaginons qu'on travaille sur un sujet un petit peu sensible. On a des personnes dans le monde qui travaillent sur le même sujet que nous. Et ces personnes-là, quand on leur dit de reviewer le papier d'un concurrent, elles ont un conflit d'intérêts qui est absolument évident. Et donc, potentiellement, elles ont le pouvoir de sabrer la recherche qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour de mauvaises raisons, qui ne sont pas du tout objectives. Donc, l'objectif de l'open peer review, c'est qu'on lève l'anonymat et que les commentaires qui ont été faits par les reviewers sont publics. Donc n'importe qui pourra voir qui a dit quoi sur quel point d'un papier. Quatrième point, l'open méthodologie. Donc voilà, on va mettre les protocoles qu'on va designer, on les ouvre réellement de A à Z. On ne va pas juste mettre un petit synopsis dans son papier, mais on va détailler vraiment le protocole qu'on a suivi pour obtenir un résultat. Quand on produit du code, on le produit en open source.
Et quand on produit des données, on les ouvre. L'objectif étant la reproductibilité. Vous avez produit un résultat. Qu'est-ce qui va faire quand vous avez produit un résultat que vous avez rédigé dans un papier scientifique? Qu'est-ce qui va faire qu'on va vous croire? Si vous donnez les données, si vous donnez les outils qui permettent de recalculer ce que vous avez calculé, là, on peut considérer que votre étude est réellement intéressante et que ce n'est pas du bullshit. Il y a un papier je vais dire des bêtises sur les chiffres parce que je ne les ai pas en tête, mais il y a un papier qui a été publié dans Nature, qui a fait grand bruit il y a quelques années, il y a 2-3 ans de ça, qui montrait qu'il y avait peut-être plus de 80% des résultats scientifiques qui avaient été publiés qui étaient pipotés. Parce qu'on arrange les chiffres, parce qu'on a envie de publier dans des grands journaux, parce que pour tout un tas de raisons, les données publiées ne sont pas du tout objectives. D'avoir ce genre de process, ça améliore la qualité des papiers qui vont être mis en place, parce qu'on est capable de vérifier ce qui s'est vraiment passé. Deuxième point, publier ces données, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que là, c'est un extrait d'un rapport du COMET, donc c'est le comité éthique du CNRS, qui estime qu'il y a à peine 10% des données de recherche qui sont accessibles via les publications. Et le reste, donc, c'est sur des disques durs d'ordinateur qui sont backupés ou pas, donc c'est des données qu'on peut perdre ou pas. Et dans certaines disciplines, il y a beaucoup de résultats qui sont jamais publiés, ou pas utilisés, pas valorisés, ou perdus. Nous, on a vu énormément de cas de chercheurs qui venaient vers nous, qui avaient besoin de développer une application web pour pouvoir exposer les données qu'ils ont générées dans le cadre d'un consortium. Parce qu'en général, comment ça se passe, sinon, c'est qu'il y a le pilote du projet qui va avoir sur une clé USB un fichier Excel qui contient toutes les données qui ont été générées par le consortium. Cette clé USB elle va être mise dans un tiroir et puis voilà, basta, on n'en fait rien. Personne ne va pouvoir valoriser ces données derrière. Donc, l'idée du Scientific Open Data, c'est de valoriser tout ça. Pourquoi c'est important? Parce que finalement, c'est la porte ouverte à l'innovation. Si on expose toutes ces données de recherche, si on a des personnes assez compétentes pour pouvoir analyser ces données, les croiser avec d'autres types de données pour en faire quelque chose de plus valorisable, eh ben, on a tout intérêt à aller vers ça. De la même manière, si les données sont libérées, elles sont accessibles aux scientifiques, aux citoyens, pardon, et le citoyen scientifique lambda qui a un intérêt, parce que la science l'intéresse, à vouloir analyser des données, ça peut donner des choses très intéressantes. Comme j'ai le cas d'une Big Pharma qui disait qu'elle avait exposé un certain nombre des données cliniques qu'ils avaient récoltées. Et ces données avaient été exploitées par un citoyen lambda dont la femme était malade et qui voulait essayer de creuser, de comprendre pourquoi est-ce que sa femme avait une pathologie. Et il avait réussi, là où d'autres data scientists n'avaient pas trouvé de corrélation, à trouver des corrélations intéressantes avec d'autres données qu'il a trouvées sur le web. Donc on peut toujours avoir des surprises sur des non-professionnels qui peuvent exploiter ces données-là et ce serait dommage de s'en priver. Maintenant, concrètement, quels sont les freins à l'ouverture des données ? Au niveau décisionnaire, institutionnel, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut ouvrir les données. L'Union européenne a sorti un rapport il y a 2 semaines en disant que c'était la direction à prendre. Quand ils ont mis en place tout le programme H2020, donc un énorme programme de financement de la recherche, ils ont imposé un certain nombre de choses, comme par exemple que les publications qui sortent d'un programme financé par H2020 soient en open access. Ils ont certains programmes pilotes où ils stipulent dans l'accord de consortium que les données qui seront générées par le consortium doivent être libérées et rendues publiques. Au niveau des gouvernements, moi, j'ai contacté le ministère de la Recherche, etc. Ils sont 100% d'accord pour que ces données soient deviennent publiques. Au niveau des instituts nationaux de recherche, le CNRS, l'INSERM, l'INRA, l'INRIA, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut ouvrir les données. Mais concrètement, il ne se passe rien. Mais rien du tout. Et pourquoi? La première des raisons pour laquelle il ne se passe rien, c'est qu'il y a un énorme manque d'informations faites au niveau des chercheurs eux-mêmes. Moi, je suis issu du monde de la biologie. Quand j'en parle à droite à gauche, que je contacte des gens qui sont dans des labos, personne n'a jamais entendu parler d'open science, de scientific open data, de politique d'ouverture, etc. Les gens ne savent pas ce que... Alors, excusez-moi du terme, on va revenir sur ce qu'on appelait le web 2.0 avant. Maintenant, on parle de science 2.0, c'est pareil. Bon. Je ne sais pas si c'est un terme très approprié, mais ça vient de l'Union européenne. Les chercheurs ne sont pas du tout au courant de ça parce qu'ils sont tellement focalisés. Ils sont tellement focalisés sur l'objectif d'écrire des papiers pour obtenir des financements que toute cette partie-là, ils la squeezent complètement.
Et aussi parce que la recherche est une économie de la réputation. Qu'est-ce qui va motiver un chercheur au quotidien à venir travailler ? C'est pas le salaire. Dans le côté académique, c'est pas le salaire. Le seul point qui va intéresser un chercheur, c'est d'avoir construit une réputation autour d'un domaine scientifique qui l'intéresse. Et donc, ça veut dire publier dans des journaux à fort impact factor. Et le problème, c'est que quand on va vers de l'open science, forcément, on va se priver de tout un pan de journaux qui sont à fort impact factor, parce que pour l'instant, des journaux qui font de l'open science, il n'y en a quasiment pas, et ils n'ont pas d'impact factor, du coup. Et ça, ce ne sera pas valorisé dans l'évaluation de la carrière du chercheur. Donc là, il y a un gros biais à lever pour valoriser le travail des chercheurs qui vont vers une science ouverte. Et enfin, le troisième frein que j'ai identifié, alors c'est très subjectif, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être qu'il y en a certains que j'ai un peu malmenés, je ne sais pas, on en discutera, ce sont les éditeurs. Donc je reviens toujours aux journaux à impact factor. Quand on a des groupes comme Nature et compagnie, eux, leur intérêt, c'est de faire de l'argent, très clairement. Ils n'ont pas du tout d'intérêt à ouvrir la recherche, etc. Quand on leur a dit oui, il y a certaines études, ce serait bien qu'on ait les données, etc. Donc là, ils ont mis en place des gros repositories propriétaires pour déposer les données. Et du coup, ils peuvent encore une fois monétiser derrière la dissémination de ces données-là. Donc là, c'est un extrait que j'ai mis aussi du rapport du comité éthique du CNRS, en disant qu'il faut être vigilant que les éditeurs ne commencent pas à mettre en place un marché des données. Donc il faut qu'on ait des repositories de données scientifiques qui soient publiques et maintenus par des instances publiques. Coucou Etalab. Quels sont les outils et initiatives qui existent d'ores et déjà pour aller vers l'ouverture de la science ? Donc j'ai pris quelques outils qui me semblaient être assez parlants et modernes. Il y en a beaucoup plus que ce que je vais citer, bien sûr. Le premier, c'est Altmetric. Donc c'est un outil qui permet d'évaluer de manière un peu plus pertinente la qualité et l'impact d'un travail, d'une publication, que juste l'impact facteur du journal dans lequel il a été produit ou le nombre de citations. Là, on est un peu plus moderne et on va prendre en considération qu'un papier il peut être discuté dans un billet de blog, il peut être tweeté, il peut être donc partagé sur les différents médias sociaux qui existent, spécialisés ou non. Et cet outil-là va permettre d'agréger cet ensemble de métriques pour sortir un score un peu plus pertinent. Ensuite, il existe quelques projets de repository publics, donc Dataverse par exemple, qui est un projet de l'université d'Harvard. L'avantage, c'est quand on dépose des données, elles deviennent citables. Donc la citabilité, ça rapporte du crédit aux chercheurs. Donc c'est-à-dire qu'on peut référencer un jeu de données dans un papier scientifique. Et l'avantage de cette solution-là, c'est qu'elle est open source. Donc n'importe quel institut peut l'installer chez soi, a priori, pour pouvoir gérer ses propres données en interne. Deuxième outil, Figshare, donc c'est pareil, c'est un data repository. Alors là, on est sur un mode SaaS qui est gratuit pour tout ce qui est open science, mais qui devient payant quand on a des besoins en stockage importants. Donc, il négocie des contrats avec des instituts. Même principe, on a un DOI, en fait, une référence unique qui est identifiable et associée à un jeu de données. Et par contre, là, on peut garder la notion de données privées. C'est-à-dire, on peut dire que tant qu'on n'a pas publié un jeu de données, il reste privé dans mon espace privé et ensuite je le libère quand j'ai publié mes résultats. Un gros projet qui est une preuve de concept, quelque chose d'assez prometteur de ce qui se prépare en gestion de données massives et qui ont fait des gens qui ont fait les choses bien. Donc la Global Alliance for Genomics and Health, ça représente 285 institutions et 30 pays qui se sont mis ensemble pour se dire ce serait bien qu'on mette en place un standard pour stocker des données génomiques, les anonymiser quand il y a des données qui révèlent des données cliniques qui sont nominatives ou qui pourraient remonter à la personne de laquelle on a extrait ces données quand on travaille sur l'humain. Et ils ont défini des schémas et une API, et une vraie API qui est sexy, qui est sympa à utiliser pour pouvoir interroger ces données-là. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qu'on a dans les repositories de type Figshare, c'est qu'on partage les données, c'est bien. Elles sont citables, c'est très bien. Sauf que quand on a un tableau à 250 000 lignes qui se retrouve dans un PDF, l'utilisabilité est un petit peu moyenne. Voilà. Donc, du coup, il y a des gens qui font les choses un peu mieux.
comme ce consortium global. Pour pousser un peu plus dans le côté institutionnel, donc on a la Research Data Alliance, qui est donc une alliance globale aussi, donc c'est États-Unis, Europe et Australie. Et l'objectif, en fait, c'est d'aller un peu plus loin que le consortium précédent et de généraliser l'ouverture des données, quelle que soit la thématique et les types de données qui sont manipulés. Je vois pas du tout le temps, en fait. C'est terminé, en fait. Voilà, je parle beaucoup trop. Donc, je vais essayer de... je ne me reste plus qu'une slide, en fait. Donc, c'est pas mal. Dernier projet qui est super intéressant, il y a des gens aux États-Unis qui sont prêts à financer des projets ouverts comme l'Open Science Framework. Donc là, c'est un vrai outil utilisable en ligne par les labos de recherche où ils peuvent collaborer, partager du contenu et ouvrir facilement les données qu'ils ont générées au sein du consortium. C'est un très beau projet qui a été financé essentiellement par le NIH aux États-Unis et par des gros mentors. Ce serait bien que ce genre d'initiative vienne en Europe aussi. Quelles sont mes conclusions donc? Excusez-moi si j'étais un petit peu long. Dans une vision globale, on peut dire que le monde de l'open science a à peu près 10 ans de retard sur le monde de l'open source. C'est-à-dire qu'on se retrouve avant l'arrivée de GitHub et tous ces outils qui nous permettaient de collaborer beaucoup plus facilement dans un projet open source. Le partage des données n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de juste partager des fichiers Excel. Il faut créer des outils qui permettent de les valoriser et de les exploiter plus facilement. Et enfin, il faut passer le mot autour de vous. Si vous avez des chercheurs ou des gens qui n'ont jamais entendu parler d'open science, ce serait bien de leur dire que y a un mouvement qui est en train de se mettre en place et que ce serait bien qu'ils ne loupent pas le coche parce que ça va venir plus vite qu'ils ne le pensent. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julien. Qui a des questions ? Oui. Donc moi, je ne suis pas chercheur, mais je trouve ça assez intéressant. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'initiatives un peu disparates. Il n'y a pas vraiment un truc qui chapeaute un peu tout. Donc, si moi, j'ai des chercheurs dans mon entourage, vers quoi je peux les rediriger pour leur faire un peu découvrir ce qui est un peu une source unique, qui est une porte d'entrée pour l'open science? Le problème, en fait, si tu veux, c'est qu'en France, il n'y a pas une personne charismatique qui va représenter l'open science. Tu as peut-être, je pense à François Tadei, qui lui est plutôt sur le côté open education, etc., qui a aussi cette dimension open science, mais ce n'est pas son dada. Lui, son dada, c'est l'open education. Et il manque quelqu'un de charismatique qui va pousser justement le côté open science en France et qui va évangéliser à droite à gauche. Je pense que c'est ça le problème. Après, sur le côté ouverture des données, la Research Data Alliance, c'est eux qui sont censés chapeauter ça. Pour l'instant, parce que c'est bankable, ils s'occupent de données climatiques, mais à terme, l'objectif pour eux, c'est d'ouvrir à tout ça. Après, c'est un problème de communication humaine, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Du coup, tu me réponds de manière un peu négative, quoi, c'est ça? Oui, parce que c'est un problème en science. Si tu veux, tout ce qui est open scientific data et open science, moi je vois personne en fait. Je vois aucun acteur qui est là pour l'instant. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le faire, mais concrètement. C'est aussi pour ça que je suis là, pour faire ce talk. Oui, bonjour. Vous nous avez parlé de techniques de partage de données, mais on n'a pas du tout abordé le côté financement de tout ça. La plupart des labos, même publics, au final, les chercheurs sont financés par des intérêts privés et ils n'ont pas forcément intérêt à partager le résultat de leur recherche, en fait. Ça dépend. Quand tu es dans un laboratoire académique, tes sources de financement viennent de l'institut de quel tu dépends. Donc ça peut être une université plus l'INSERM, MEU, le CNRS, etc. Mais aussi des financements de type ANR, donc c'est des financements qui sont du ministère, qui viennent du ministère directement, ou des financements européens. Ça ne concerne que des financements publics, alors, dans ces cas-là. Là, je parlais en l'occurrence des financements publics. Ouais. Quand on est dans l'industrie, les big pharma sont pour aller vers l'open data, et ils vont y aller parce que ça leur donne une bonne image. Bien sûr, ils vont libérer des données qui ne les intéressent pas,
on le sait. Et ils ne vont pas libérer des données pour lesquelles ils ont un intérêt économique derrière, on le sait aussi. Mais ce n'est pas grave, déjà, c'est un premier pas vers. Il y avait une question là-haut. Ouais. Certaines données scientifiques issues de la recherche sont aussi souvent diffusées principalement par le biais des éditeurs papier. Comment C'est ce que je disais en fait dans une partie de mon talk, ça représente 10% des données, ça. Et en plus, c'est pas forcément les données, comment dire ça de manière corporate. Ce ne sont pas les données brutes sorties des analyses en général. Comment ça se passe quand, enfin, c'est un secret de polichinelle, mais quand on veut qu'un résultat apparaisse plus sexy, on va enlever certains points dans une courbe. Voilà. Donc, on sait très bien que les données qui ont été publiées ne sont pas forcément révélatrices d'une réalité. Elles sont toujours un peu biaisées. Donc les 10% des données qui sont accédées par les publications, qui ne sont pas les données brutes mais qui ont été traitées, ne sont pas forcément les données les plus intéressantes. C'est pour ça qu'il faut être capable d'exposer l'ensemble des données qui ont été générées de manière brute et les outils qui ont permis de les traiter pour pouvoir reproduire les résultats. J'ai répondu à ta question ? Oui. Enfin, après, si on prend un domaine, par exemple, des sciences sociales, où il y a de la recherche, on la comprend moins comme la recherche scientifique classique, mais c'est de la recherche scientifique malgré tout. Comment est-ce qu'on peut imaginer la diffusion d'une recherche en sciences sociales ou même... Mais c'est pareil, derrière tu vas avoir des tableaux Excel, j'imagine. Tu as des données chiffrées, brutes. Et donc ces données-là, elles sont modélisables et donc elles sont exposables par le biais d'une API. Ça ne change rien. Je ne pense pas que ça dépende du domaine. Après, en fonction du domaine de la recherche dans lequel tu es, la complexité de la modélisation des données n'est pas la même. Ça, c'est sûr. Mais a priori, toute donnée est exposable. Après, les gens d'Etalab sont mieux répondre que moi à ça, je pense. Mais... J'ai une question ici. Bonjour, Fed Boudawine de Toulon Var Technologies. J'ai eu une partie de la réponse dans une des questions précédentes sur la partie pharma, en tout cas industrie du pharma. Moi, ma question, c'était industrie d'une manière plus générale et puis R&D privé. Comment ils voient l'open science ? Est-ce que c'est plutôt une opportunité ou à terme surtout une menace pour ces équipes-là ? L'industrie voit l'open science et l'open data d'un très bon angle parce que ça va leur permettre de pomper beaucoup de choses à droite à gauche de ce que font les labos publics. Donc de ce point de vue-là, en termes d'exploitation des données, ils vont être ravis. Après, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ils vont pas exposer des données qui sont critiques pour eux. Maintenant, le monde change. Regarde ce qui se passe dans le monde de l'open source. Au début, c'était trois barbus qui se battaient en duel et qui étaient plus ou moins, plus ou moins militants. Maintenant, c'est devenu un commun. Et Microsoft est contributeur open source du noyau Linux à hauteur de je ne sais plus combien. Donc les choses évoluent. Et je pense que l'open science a beaucoup à s'inspirer du modèle de l'open source. Et j'espère qu'on va arriver à une reconnaissance similaire et à des contributions similaires aussi bien publiques que privées. Parce que c'est juste aller tous dans la même direction. Et que peut-être le business n'est pas là. Quand Microsoft contribue au noyau Linux, c'est parce qu'ils ont un intérêt derrière, autour de leur solution de virtualisation ou autre. Je pense qu'on pourra faire la même chose, quel que soit le domaine de recherche.